Bonsoir à tous et à toutes. Je suis venu partager mes doutes et d'une certaine façon aussi ma frustration. Dans la plupart des grandes conférences internationales sur le climat et l'environnement, les discours sont tous identiques. C'est une longue liste de problèmes qui se termine par « il faut agir tout de suite ». Et on se dit, ça c'est une magnifique introduction. Eh bien non, c'est la conclusion. L'orateur va s'asseoir et le suivant recommence exactement de la même manière. Et la question aujourd'hui, après des années d'évolution négative pour le climat, la question n'est plus de savoir s'il faut agir, mais comment agir. Et pour ça, il faut changer le paradigme. Ce paradigme énergétique qui est basé toujours sur la production et la consommation et beaucoup trop peu sur l'efficience. Quand j'ai lancé le projet Solar Impulse, j'ai commencé par aller voir bien sûr des constructeurs aéronautiques et je leur ai demandé de me construire cet avion solaire pour faire le tour du monde sans carburant. Et ils m'ont répondu immédiatement, c'est complètement impossible parce que le soleil ne donne pas assez d'énergie pour pouvoir faire voler un avion jour et nuit. Le paradigme de la production. On veut toujours produire plus. Exactement la même chose que dans la crise russe et ukrainienne. On a un déficit d'approvisionnement en gaz et en pétrole. La première réaction, c'est où est-ce qu'on peut trouver davantage de gaz et de pétrole ailleurs, au lieu de nous demander comment on peut devenir suffisamment efficient pour pouvoir nous contenter de ce que nous avons. Et finalement, si le projet Solar Impulse a été un succès, c'est que nous avons construit un avion efficient qui était capable de se contenter de ce que le soleil lui donnait comme énergie. Alors c'est vrai que nous avons volé lentement, l'envergure était immense, il y avait un pilote et 0 passager, mais c'est le début. Les frères Wright volaient dans les mêmes conditions, à la même vitesse, seulement par beau temps, et 66 ans plus tard, il y avait 2 hommes sur la Lune. Donc c'est clair qu'il faut commencer d'une certaine façon. Mais ce qui était extraordinaire avec Solar Impulse, c'était de regarder le soleil en se disant que c'était la seule source d'énergie et de voir tourner autour du cockpit des grandes hélices sans aucun bruit, sans aucune pollution, sans aucun carburant, en pouvant voler aussi longtemps qu'on voulait, jour et nuit. Et ça a complètement changé ma vie. Parce que c'est là que j'ai compris que, en fait, je n'étais pas du tout dans le futur. Ce n'était pas du tout un film de science-fiction. C'est simplement ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et ça a été une révélation parce que j'ai compris que si ce n'est pas moi qui étais dans le futur, c'est que c'était le reste du monde qui était dans le passé. Et c'est tellement évident que le reste du monde est dans le passé, mais quand on est dans le monde, on ne s'en rend pas compte suffisamment. On vit dans un monde archaïque, avec des moteurs thermiques qui ont 27% de rendement, des maisons mal isolées, des chauffages inefficients, des processus industriels démodés, des manières polluantes de brûler des énergies fossiles. Alors que moi, dans mon avion solaire, j'avais 97% de rendement avec mes moteurs électriques, avec des matériaux ultra légers, avec des batteries ultra efficientes. Alors quand on parle de changement climatique et de protection de l'environnement, c'est vrai qu'il y a un peu 2 manières de voir les choses. Ou bien on arrête tout et on entre dans une décroissance économique, mais je pense que socialement, on ne peut pas se permettre d'avoir moins de développement économique avec moins d'argent redistribué, moins d'argent pour les assurances sociales, les retraites, les pensions, l'éducation, la santé, etc. Ou alors, on se dit qu'il faut moderniser notre monde. Et ça, c'est le pari que j'ai fait avec la Fondation Solar Impulse. Moderniser notre monde peut être plus que de le changer. Parce que si vous dites aux gens qu'il faut changer tout ce qu'on a, tout ce qu'on utilise, ben, ça crée un processus de rejet, les gens ont peur et s'accrochent à ce qu'ils ont. Mais si vous leur dites qu'il faut moderniser l'ensemble de nos systèmes, l'ensemble de nos infrastructures, l'ensemble de notre approvisionnement énergétique, eh bien c'est valorisant. Peut-être que grâce à la crise climatique, on va enfin revenir du passé dans le présent, en modernisant tout ce que nous avons.
Alors, est-ce que c'est rentable ou est-ce que ce n'est pas rentable? Est-ce qu'on va pouvoir se l'offrir ou est-ce qu'on ne pourra pas se l'offrir? Cet après-midi, on a entendu que ça coûterait, à l'échelle française, 50 milliards par année pendant 15 ans. Mais on ne peut pas dire ça sans dire si c'est un investissement ou une dépense. Si c'est une dépense, si c'est un coût, c'est vrai que c'est cher. Si c'est un investissement, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup plus grâce à ça, qu'on va rentabiliser cet investissement. Et pour le monde économique et financier, c'est une fantastique opportunité de développer des nouveaux débouchés. Alors, c'est ce que j'ai voulu essayer de prouver avec la Fondation Solar Impulse en allant identifier dans le monde plus de 1000 solutions techniques existantes aujourd'hui capables de protéger l'environnement et économiquement rentables pour ceux qui les produisent et pour ceux qui les utilisent. Parce que si ça coûte moins cher à l'utilisation, eh bien la facture finale est moins élevée et on améliore également le pouvoir d'achat des gens les plus pauvres et qui sont les plus touchés par la crise actuelle de l'énergie, des ressources naturelles, etc. Alors, heureusement, on m'a dit que c'était impossible au moment où j'ai lancé ça il y a 4 ans, ce qui est fantastique parce que quand on lance un projet qui est considéré comme impossible, les gens qui vous soutiennent sont des pionniers, sont des talents, des gens qui veulent résoudre les problèmes. Donc, c'est vrai qu'on a eu une équipe fantastique. On a passé la barre des 1000 solutions l'année dernière. On est à 1400 de ces solutions aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que j'ai envie de partager mes doutes. Parce qu'on a prouvé qu'il y avait amplement assez de solutions techniques dans tous les domaines pour construire des bâtiments décarbonés, pour vivre dans des bâtiments décarbonés, pour avoir une mobilité décarbonée, pour utiliser tous les déchets non recyclables et les transformer en gravier, en pierre de construction ou en traverse de chemin de fer. On peut recycler l'eau, la purifier, la réutiliser. On peut utiliser des énergies renouvelables qui aujourd'hui coûtent moins cher que le gaz, le pétrole, le charbon et le nucléaire. On est à un record du monde avec Accio Énergie au Portugal, 1,5 centime par kilowattheure d'énergie photovoltaïque, imbattable par n'importe quelle autre source d'énergie polluante. Et pourtant, les choses ne changent pas. On continue à demander si on peut vraiment réconcilier l'écologie et l'économie. On continue à croire que la transition écologique est difficile. On continue à croire qu'elle est chère. Mais il faut arrêter de croire des mensonges. La transition écologique, c'est pas cher, c'est rentable. C'est pas difficile, c'est passionnant. Donc on voit qu'il faut changer le narratif. Pendant très longtemps, le narratif, c'était une écologie punitive, sacrificielle, régressive, chère, mais ce n'est pas ça qui va capter l'enthousiasme de la population, l'enthousiasme du monde politique, l'enthousiasme du monde industriel. Ça crée des rejets, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de pollution et plus de CO2 qu'il y a 50 ans. Donc il faut changer le narratif. Il faut rendre l'écologie passionnante, enthousiasmante, rentable, créatrice d'emplois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut convaincre, non pas le monde écologique qui est déjà convaincu qu'il faut faire quelque chose, mais il faut convaincre le monde industriel et le monde politique qu'on peut aujourd'hui le faire. Aujourd'hui. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? Il faut voir que ce qui est le plus dangereux sur le plan économique aujourd'hui, c'est de coupler le PIB avec la quantité de production et de consommation, donc de déchets, donc de pollution. Et que pour arriver à s'en sortir, il faut augmenter la quantité de ce qu'on produit et de ce qu'on consomme, parce que les marges bénéficiaires sont de plus en plus basses. Et il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, c'est uniquement la crise ukrainienne qui met l'économie du monde à genoux. C'est un système qui était déjà extrêmement tendu, et il a suffi de presque rien pour le faire basculer. Donc si on veut vraiment parler d'économie, aujourd'hui, la seule manière de mettre ou de remettre l'économie debout,
c'est de coupler le PIB non pas à la quantité de consommation, mais à la qualité de l'efficience. Je répète, de coupler le PIB non pas à la quantité de la consommation, mais à la qualité de l'efficience. C'est-à-dire utiliser moins de ressources naturelles, moins d'énergie, de manière à ce que la marge bénéficiaire soit plus haute et qu'on puisse rembourser l'investissement de départ. C'est ce que j'aime appeler la croissance qualitative. La croissance qualitative, c'est quand on crée des emplois et qu'on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc on est au cœur du sujet qui nous passionne aujourd'hui et demain, mais j'espère depuis bien avant aujourd'hui et j'espère bien après demain. Les villes en sont l'exemple le plus flagrant. Donc, c'est vrai que nous travaillons à la Fondation Solar Impulse sur un guide de solutions pour les villes que nous allons sortir en septembre. On doit être prêt pour la COP27. Donc, quand Bertrand, mon homonyme, m'a invité pour cette Université des villes de demain, je me suis dit que c'était une magnifique manière de créer des liens et de mettre à votre disposition 2 à 300 de ces solutions techniques qui sont typiquement applicables aux villes, tout de suite, non pas dans le futur, mais immédiatement. Et je dis bien non pas dans le futur, parce que c'est ce qu'on reproche parfois à la technologie. On entend que la technologie ne sauvera pas le monde. C'est vrai que la technologie elle-même, elle ne va pas sauver le monde, elle va peut-être le détruire, on n'en sait rien, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc le but, ce n'est pas d'aller chercher dans le futur des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui comme un alibi pour ne rien faire maintenant. Non, le but c'est d'utiliser des technologies d'aujourd'hui et les utiliser, de les mettre à disposition de tous ceux qui dans tous les domaines en ont désespérément besoin pour pouvoir résoudre les enjeux d'aujourd'hui. Mais il y a une autre chose maintenant. Et là, excusez-moi Bertrand, mais j'ai vu quelque chose qui m'a un peu choqué dans la charte de notre travail sur l'action collective. C'est marqué qu'il ne faut pas y inclure la question des réglementations. Et je pense qu'il faut au contraire inclure la question des réglementations et du cadre légal et législatif dans les actions collectives. Pourquoi? Parce que le cadre légal aujourd'hui est complètement anachronique. On a aujourd'hui des normes et des standards écologiques qui correspondent aux technologies qu'on utilisait il y a 50 ans. Alors, si vous avez le droit légalement de polluer, le droit légalement d'utiliser des technologies archaïques, eh bien, qui va évoluer? Quelle va être l'incitation pour faire mieux? Alors bien sûr, pour ceux qui ont compris, ce sera la rentabilité de toutes ces solutions grâce à leur efficience. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui attendent, pour les paresseux, pour les peureux qui ont peur du changement, eh bien, on va rester dans le passé beaucoup, beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que nous avons lancé au mois de juin une initiative que vous avez peut-être vue déjà affichée dans les couloirs du métro et dans certains supermarchés à certaines villes, c'est le prêt à voter. Nous avons pris 50 solutions françaises, techniques, qui existent aujourd'hui, et nous les avons formulées comme recommandations législatives pour la nouvelle Assemblée nationale. Comme ça touche en même temps le pouvoir d'achat, l'écologie, la solidarité, le développement économique, l'entreprise, la sécurité d'approvisionnement, on se dit que peut-être que ce sera au-dessus des clivages partisans et que les différentes composantes de l'Assemblée nationale seront contentes de trouver quelque chose qui pourra les unir plutôt que de les désunir. Donc au milieu du mois de septembre, les 50 propositions réglementaires vont être soumises à l'Assemblée nationale et je ne sais pas ce qu'ils en feront. J'espère qu'ils les utiliseront. Peut-être qu'ils vont se dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous tombe du ciel? Ça aurait dû venir de nous. On va scotomiser ça si ça vient de l'extérieur. » Peut-être pas. Mais je pense que ce qui est fondamental dans l'aspect législatif, c'est que le monde économique, industriel, financier, intellectuel, humanitaire pousse ce genre de démarche. Parce que quand c'est uniquement les activistes écologistes
qui crie problème, 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 c'est important, ça fait avancer la cause, mais ça ne la fait pas avancer suffisamment. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de crier solution, 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 pour motiver, pour inciter, pour faire véritablement changer les choses dans le quotidien. Alors, je vous parlais de mes doutes. C'est vrai que je ne sais pas comment nous allons faire, tous ensemble ici, pour faire une ville de demain qui est véritablement souhaitable. On sait qu'elle peut être décarbonée, on sait qu'elle peut donner une qualité de vie extraordinaire. Mais je pense que les meilleurs porte-parole pour le faire sont ceux qui construisent les villes, sont ceux qui vivent dans ces villes, sont ceux qui amènent les technologies pour faire ce genre de bâtiments, pour les chauffer, pour utiliser de la géothermie, pour utiliser des matériaux isolants. Saint-Gobain a sorti 10 000 mètres carrés de vitres décarbonées. Engie propose du contracting permettant aux clients de consommer moins d'électricité et ils partagent le bénéfice. Extraordinaire comme modèle économique. Moins on vend d'énergie, plus on gagne d'argent. Et forcément, plus le client a une facture basse. Donc on voit que tout ça, ça existe et que ça peut être dans la ville de demain. Mais demain, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un mot que je déteste. Parce que tant que c'est demain, on attend demain. Donc commençons par la ville d'aujourd'hui. La ville d'aujourd'hui, elle peut déjà être complètement différente que la ville de hier dans laquelle on habite encore. Quittons ce monde du passé et avant de le rendre futuriste, rendons-le déjà réaliste. Le réalisme, c'est quand on cherche à atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. Donc c'est fédérateur, c'est réunificateur. Alors, la ville de demain, on y arrivera, j'espère, peut-être. La ville d'aujourd'hui, il faut déjà la construire et on peut commencer aujourd'hui. Donc je ne vais pas terminer ce discours en disant merci, je vais terminer ce discours en disant s'il vous plaît, faites-le.